Nous, sur l'Université de Franche-Comté, à Montbéliard, nous avons une formation produits et services multimédia, un master, dans lequel nous enseignons à nos étudiants toute la chaîne de création d'images de synthèse. Cette chaîne de création, elle passe par la mise en place du modèle géométrique, c'est-à-dire la forme des objets. Si je veux faire un personnage, eh bien on va commencer par créer la forme du personnage. À partir de là, il va falloir lui donner des couleurs, des textures. Et donc pour pouvoir faire que ce personnage il interagisse avec la lumière, qu'il puisse briller, que ses lunettes puissent refléter un décor, on ne fait pas simplement que mettre une couleur sur les objets, mais on définit un modèle radiométrique, c'est-à-dire une interaction entre la lumière et la matière. Donc on va aussi se poser la question comment les animer, comment les faire parler par exemple, et donc on va passer par une étape de morphing qui va consister à placer le personnage dans différentes postures qui correspondent aux différents mots qu'il va être obligé de produire. S'il doit faire un A, un U, on voit qu'au niveau du visage ça change la forme du visage, donc on crée ces différents visages et par des outils informatiques on peut faire passer d'une position à un autre, on dit d'un phonème à un autre, et le faire parler pour suivre un texte qui aurait été écrit à part. Si on veut passer à une animation plus globale, on va mettre un squelette dans le personnage. Donc pour le cas du mignon, c'est un squelette un peu particulier, il va falloir déformer ses jambes pour tenir compte qu'il a des toutes petites jambes et puis des grands bras. Et donc on adapte un squelette humain à ce modèle-là, on appelle ça le skinning, et ensuite on va attacher la peau au personnage, on appelle ça le rigging, pour faire que lorsque le squelette s'anime, eh bien le personnage suit ses mouvements. Donc on arrive ensuite à l'animation, puisque pour animer le squelette, il nous faut un exemple de mouvement. Cet exemple de mouvement, on peut le prendre sur un acteur réel, qui va faire un geste dans un environnement particulier, qu'on appelle un environnement de motion capture, dans lequel on va capturer, on va enregistrer son geste, et ce geste il va pouvoir être reproduit de façon identique par le personnage en tenant compte qu'il a une autre échelle. Et donc en combinant toutes ces actions-là, on va pouvoir raconter une histoire. Donc en recherche, nous allons travailler au niveau de la simulation. La simulation, c'est aller encore plus loin au niveau de l'imitation du réel, c'est essayer d'avoir une imitation physique du réel qui est bien plus précise que ce que l'on a besoin de faire dans les jeux vidéo, mais qui est nécessaire dans des domaines de recherche qui nous intéressent, nous, pour avoir une vraie chute d'objet, un vrai rebond, un vrai comportement de rupture d'un objet sous une contrainte. Dans les jeux, on va réutiliser les mêmes fonctions, les mêmes méthodes, les mêmes algorithmes pour par exemple faire qu'un personnage, quand il saute, eh bien, tombe avec la bonne vitesse, que lorsqu'il détruit un bâtiment, celui-ci s'effondre de façon convenable. Donc on utilisera les mêmes principes. Les jeux vidéo, les films de synthèse eh bien, pourront d'ici quelques années profiter de ces travaux-là pour proposer des mouvements plus réalistes et des mouvements encore plus efficaces au vu des capacités des machines. C'était sans doute un des points les plus novateurs de ce travail, de philosophie des jeux vidéo, de s'intéresser aux expériences, de s'intéresser aux sentiments, aux émotions, enfin à l'état, voilà, d'essayer de comprendre ce qui se passe du côté des joueurs. Parce que les travaux académiques qu'on trouvait à cette époque sur les jeux vidéo étaient essentiellement centrés sur le jeu comme game, ce que j'appelle le game, c'est-à-dire l'objet jeu, le programme ou les règles du jeu, enfin toutes les propriétés comme ça objectives du jeu. Moi je m'intéressais aux propriétés subjectives, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait, comment est-ce qu'on se transforme quand on joue, ça nous produit quoi comme genre de sentiments. Et pour faire ça, j'avais des appuis du côté des théories traditionnelles du jeu, du côté des théories des images et du cinéma en particulier, comment est-ce que le jeu vidéo fabrique une position de joueur qui n'est pas la même que celle du spectateur par exemple. L'état cinématographique, si on veut prendre ça comme point de référence, c'est un état de relâchement, c'est-à-dire qu'on se met dans une position qui ressemble à une position de demi-sommeil, on ne bouge pas, on laisse le film venir s'imprimer sur nous, comme ça. Si on fait ça en jeu vidéo, ça ne marche pas du tout, voilà, c'est le game over immédiat si on se relâche. Donc c'est un état plutôt d'affairement. Ça définit, à mon sens, ce que les jeux vidéo font comme dispositif, c'est un dispositif de requête. Des images mobiles qui exigent en retour des mouvements de la part du corps du joueur. Et c'est dans cette espèce de ping-pong, c'est peut-être par hasard si Pong est un des premiers grands jeux comme ça de l'histoire des jeux vidéo, c'est dans ce ping-pong entre les mouvements à l'écran et les mouvements du joueur
que se passe l'expérience vidéoludique. Là, il y a quelque chose de très spécifique. La question des messages que portent les jeux vidéo est toujours très compliquée parce que les jeux vidéo, c'est une accumulation de strates, de couches. Il y a des messages au niveau des histoires, il y a des messages au niveau des représentations, des types de personnages, etc., etc., enfin, comme dans les autres formes culturelles. Et souvent en jeux vidéo, mon sentiment, c'est que les messages portés par les jeux sont parasités par la dimension ludique proprement dite. D'ailleurs, on se plaint souvent de la piètre qualité des histoires en jeux vidéo, mais ça n'empêche pas de jouer. Et parfois, tant mieux que le jeu parasite de mauvaises histoires. C'est-à-dire que ce qui se passe au niveau de l'action et des besoins de répondre aux images, eh bien, ça occulte les strates fictionnelles, narratives, plus classiques. Donc la manière dont un jeu vidéo produit et fait passer des messages, c'est quelque chose de compliqué, hein, parce qu'il y a la strate fictionnelle classique, mais en quelque sorte piratée, détournée, gênée, empêchée par la structure du jeu. Et il y a aussi toute une série de choses très nouvelles, c'est-à-dire qu'un jeu, ça peut faire passer un message par son système. Non seulement par le gameplay, mais par le système simulé, par la simulation. SimCity véhicule une certaine image de la ville, qui est une image extrêmement faussée. Enfin, je veux dire, on ne peut construire que des villes américaines, etc. Alors que le jeu promet une liberté complète dans la fabrication. Alors voilà une manière de faire passer du sens et un message par le système, plutôt que simplement par du discours. La partie qui m'intéresse dans le jeu vidéo, c'est véritablement tout ce qui concerne les joueurs pathologiques. Les joueurs pathologiques, on parle de jeux de hasard et d'argent, parce que c'est une problématique qui est très importante actuellement. Et la deuxième chose qui nous interpelle, en tout cas qui attire notre attention, c'est la proximité qui existe entre les jeux de hasard d'argent, on va dire le gambling en général, et puis les jeux vidéo, en particulier les jeux en ligne. Alors comment on fait pour étudier ça? Tout a commencé avec Anne More, donc Sophia Achab, hein, qui a eu l'idée de s'intéresser aux joueurs de MMORPG. Elle a essayé de repérer un petit peu quelles sont les caractéristiques socio-démographiques et de repérer quelques traits de personnalité dans une étude qui a recruté un petit peu moins de 450 joueurs. Et là, on est à la deuxième phase de cette étude, qui est une étude beaucoup plus importante, puisqu'elle a pour but idéal de recruter pratiquement 2100 joueurs, hein, et dans plusieurs domaines, le domaine du MMORPG, le domaine du gambling, donc du jeu de hasard et d'argent au casino, et puis pour des joueurs de poker en ligne. Donc une première phase de cette étude a pour but de repérer un peu les caractéristiques socio-démographiques, de poser quelques questions et de rechercher quelques petits traits. Une deuxième phase où on va faire une recherche sur les traits de personnalité de façon un petit peu plus poussée avec des tests, dont un qui s'appelle NeoPR, qui permet d'étudier les dimensions de la personnalité. Et une partie génétique pour essayer de repérer des caractéristiques génétiques de tous ces joueurs. Et puis une dernière phase où on va repérer de façon topographique, donc sur une IRM fonctionnelle, l'activation de certaines zones cérébrales quand on met les personnes en situation, on va dire, analogique au jeu. Ça pose plus de problèmes chez les adolescents, puisque les jeunes adultes qui sont en jeu, enfin en tout cas qui souffrent de ça, on les voit que beaucoup plus tard dans les difficultés, hein. Alors que les adolescents, ils sont vite amenés par les parents, enfin plus rapidement amenés par les parents, puisque ça pose des problèmes familiaux assez rapidement. Il se trouve aussi que pour la plupart des gens qui s'intéressent à la question, on a plutôt le sentiment qu'ils jouent quelque chose de l'ordre de l'adolescence à travers le jeu vidéo, tout simplement parce que pour la première fois, le jeu vidéo est un univers que les parents ne connaissent pas. Nous avons tous joué à des jeux que nos parents connaissaient, on jouait avec eux, on était dans un partage autour de la question du jeu. Rares sont les parents qui se tapent dessus je ne sais pas, à World of Warcraft, je se retrouve dans la guilde à 22 h. Enfin, c'est assez rare que les parents s'intéressent aux jeux des adolescents. Et donc ça crée un petit peu plus d'angoisse de ne pas savoir dans quoi ces adolescents vont. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas forcément de problème, hein, ça veut dire qu'il peut y avoir des problèmes. Dans tous les cas, c'est intéressant qu'ils puissent se nouer un dialogue dans les consultations.
Donc c'est pour ça que je pense que le jeu vidéo intéresse à ce point en ce moment tout le monde.